j'ai guéri ma carence affective. Il a fallu que j'attende d'arriver pratiquement à 35 ans à peu près pour que j'en sois libéré. Et cette carence affective, elle s'est développée, elle s'est devenue une dépendance affective à partir de l'adolescence, on va dire à peu près. Et ouais, j'ai vécu une vingtaine d'années où j'étais bridé, j'étais vraiment handicapé par cette dépendance affective. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de penser aux filles. J'avais besoin de, de contact, mais d'attention, en fait, plus particulièrement d'attention de la part des filles. Et en plus, paradoxalement, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas tous les gens, tous les mecs, enfin, ça peut concerner aussi des filles, mais c'est pas le cas de tout le monde quand on est dépendant affectif, d'avoir les difficultés à avoir un lien intime, ou en tout cas à rentrer en intimité, à avoir des relations en fait amoureuses. Mais moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire que je, j'étais assoiffé de cette attention, aussi d'énergie féminine, mais j'étais incapable d'entrer en relation intime avec. Et l'origine, c'est donc une carence affective, c'est-à-dire qu'on a manqué d'amour, de tendresse, c'est quoi le troisième mot? D'affection, de la part c'est le mot le plus important d'ailleurs, affectif, affection, de la part de nos parents. Et en principe, c'est de la part des deux. Il y a eu un manque de la part des deux, mais moi, enfin, ce qui m'est arrivé et ce que je pense c'est quand même souvent le cas, c'est qu'il y a un déséquilibre dans le couple, les parents, et soit le père est totalement absent, il est mort, enfin, pour X raisons, il est physiquement pas là, donc pas du tout là. Soit il est là physiquement, et peut-être même qui s'occupe de l'aspect matériel, mais au niveau émotionnel, mental, tu vois, soutien mental, soutien émotionnel pour sa femme et son enfant ou ses enfants, il a un handicap, il est incapable, ou généralement c'est qu'il n'a pas reçu ça de son père non plus. Euh, et la mère, elle est déséquilibrée, enfin il y a un déséquilibre dans le couple entre énergie masculine et féminine, et la mère, elle est obligée de développer son côté masculin pour pallier au manque de cette énergie masculine chez le père. Par exemple, il faut qu'elle fasse preuve de plus d'autorité parce que le père n'est pas capable de le faire ou il est juste pas là. Et bref, il y a plein de choses qu'elle doit développer, la mère, qui ne sont pas vraiment, enfin, c'est pas censé être son rôle dans l'idéal. Et le problème, c'est que puisqu'elle doit développer cette énergie masculine davantage, son énergie féminine, qui est là, elle, elle baisse en fait. Il y a un déséquilibre tout simplement. Trop d'énergie masculine chez la mère, pas assez, enfin plus assez d'énergie féminine. Donc elle est déséquilibrée, elle n'est pas épanouie, elle peut être aussi pas mal stressée, anxieuse, et c'est difficile. Donc c'est pas cool pour la mère, c'est pas cool pour les enfants. Voilà, l'enfant grandit avec un déséquilibre lui aussi en énergie, ou elle aussi en énergie masculine, féminine, et on développe en principe, je crois que ça se passe toujours comme ça, une certaine dépendance affective, parce qu'on n'a pas eu ce socle d'affection dans l'enfance, de tendresse, d'amour. On est probablement quelqu'un, on a des tendances vers l'anxiété, peut-être la dépression aussi, ou alors là, enfin, je pense que ça, les deux peuvent être mêlés, mais en tout cas, anxiété. Et en tout cas, c'était mon cas, pas spécialement, enfin, dépressif s'il y a des petits épisodes, mais c'était souvent lié à, c'était souvent les épisodes dépressifs, pour moi, étaient souvent liés aux échecs avec les filles, en fait, à être rejeté. Et en fait, le rejet, si genre, je vais parler tout à l'heure de mon... Ouais, en fait, je vais juste partager une anecdote avant de rentrer dans les autres trucs que j'ai prévu de raconter, y compris mon schéma de dépendance affective. C'est-à-dire un scénario qui se répétait tout le temps pendant 2 décennies pratiquement avec chaque fille qui me plaisait, voilà, que je rencontrais, qui me plaisait. Mais
c'est intéressant, c'est que j'ai toujours en tête je crois que c'est une sorte de rêve que j'ai fait quand j'avais à peu près 4 ans. Et en fait, je, je me voyais allongé sur le corps d'une fille de ma classe et on était sous le banc devant l'entrée de la classe. Là où il y a en fait voilà, le vestiaire avec un banc et puis les barres où on met les chaussures. Et on était là-dessous. Et tu vois, à l'époque, enfin, quand tu as 4 ans, il n'y a pas encore ta sexualité qui s'est développée, tu sais pas ce que c'est, tu sais peut-être même pas que. Enfin bref, t'as peut-être même pas découvert les plaisirs, l'auto-plaisir comme ça, en te touchant toi-même. Mais il y avait ce truc, pour moi, ça symbolise en fait l'aspect fusionnel, tu vois. J'avais envie, j'avais besoin de fusionner avec le féminin. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Et ensuite, en grandissant, mais déjà, dès que j'étais gamin, je me souviens que j'avais vraiment une attraction qui n'avait rien à voir avec la sexualité au début. Après, ça se mêle, mais au début, enfin, rien à voir dans le sens où peut-être c'est l'essence de la sexualité, mais j'avais pas vraiment de libido. J'avais pas de, je me faisais pas plaisir tout seul ou quoi, tu vois. J'avais pas encore découvert ça. Mais j'avais déjà cette attraction pour bah, des jeunes filles, tu vois. Moi, j'étais enfant, elles avaient peut-être 10 ans de plus ou encore plus. Elles étaient peut-être adultes. Et, et ouais, j'étais intrigué, j'étais attiré. Et je pense que c'était vraiment parce que j'ai manqué de cette énergie féminine euh, quand j'étais vraiment les toutes premières années de ma vie, où on est censé, dans l'idéal, vivre un rapport, un lien fusionnel avec notre mère. Plein d'amour, plein d'affection, tu vois, plein de tendresse. Et au lieu de ça, moi, j'avais une mère qui était relativement anxieuse, stressée, un père absent, aussi physiquement absent parce qu'ils étaient pas. Je suis né en Italie, mes parents sont italiens, mais se sont rencontrés en Suisse. Mon père a voulu retourner en Italie. Et bref, ça a fait qu'on a eu une période. Après, ils sont revenus en Suisse. Mais mon père devait être tout seul en Suisse avant de pouvoir faire le rassemblement familial, parce qu'ils n'avaient pas pris de passeport suisse. Donc, il y a eu mes 3 premières années de vie où, en fait, je voyais mon père pendant les vacances d'hiver et d'été. Mais même au-delà de ça, de toute façon, enfin, même après, à partir de 3 ans ou quoi, quand on a eu le rassemblement familial, mon père était pas. Il y avait une manque d'implication dans la famille. Il y avait un manque de. Ouais, ma mère, du coup, continuait à. Enfin, elle a, voilà, comme je l'ai dit, compensé le manque d'énergie masculine et de responsabilité de mon père. Elle a dû y compenser, et ça, voilà, on a grandi dans un déséquilibre, et notamment avec une certaine anxiété, une peur qui peut être effacée ou maîtrisée, tu vois, et transformée en confiance et en amour par l'équilibre dans le couple. Et voilà, ensuite, au début de l'adolescence, ben, j'ai commencé, voilà, la sexualité qui se développe, l'attraction, avec l'attraction aussi sexuelle qui se mêle, enfin, attraction globale. Mais ça se développe encore plus dans l'adolescence quand voilà, il y a un gros changement. Puis là, on a vraiment, avec les hormones, tu vois, et ce qui nous pousse, la biologie qui nous pousse vers la reproduction, ou qui veut faire ça en tout cas, on, ça peut être bref, un feu d'artifice et chambouler encore plus les ados qui sont plus fragiles, plus sensibles aussi. C'est un peu la même chose. Mais donc j'étais attiré, mais j'étais pas du tout expressif. J'arrivais pas tout était intériorisé. J'arrivais pas à exprimer mon attraction, mon intérêt pour les filles. Et quand j'ai commencé à le faire, c'était assez maladroit. J'étais pas à l'aise. Et du coup, la fille était pas à l'aise non plus parce qu'elle sentait, tu vois, mon anxiété, ma manque de confiance, et ça la met pas à l'aise. Et en fait, ben, ça a fait que c'était impossible de créer, d'avoir des relations amoureuses en fait. Et donc je passais quand même pas mal de temps avec des filles, enfin des copines, tu vois, comme ça, que des fois je désirais aussi, mais que je m'autorisais pas en fait à. En fait, je partais du principe que, enfin je sais pas, j'étais juste incapable
d'exprimer ces choses et d'entrer en relation et de faire preuve de vulnérabilité aussi. Et bon, j'ai eu, tu vois, quand même 2 copines quand j'étais ado, mais j'ai fui les relations très vite pour, différentes raisons que j'ai mentionnées dans d'autres vidéos. Mais il y avait, en rétrospective, je réalise qu'il y avait une incapacité d'avancer dans l'intimité, tu vois? D'entrer vraiment dans l'intimité, OK? J'ai pu au début, tu vois, avoir les premiers contacts et des trucs comme, voilà, se faire des smacks et que je crois que j'ai même pas enfin, je sais pas, je crois, je sais que j'ai pas roulé des pelles à mes 2 premières copines quand j'étais ado. Ça arrivait bien, bien, bien plus tard quand j'avais ma 1re vraie copine finalement quand j'avais, 22 2 ans je crois, ouais, 22 ans. Et donc le schéma récurrent de cette dépendance affective de mes 15 ans à un peu plus de 30 ans, c'était que je rencontrais une fille qui me plaisait et j'étais un peu obnubilé, tu vois? Ça me mettait mal à l'aise aussi, j'avais un peu des symptômes de stress finalement, d'anxiété, du fait d'être en présence ou même dans l'anticipation d'être en présence de cette fille. Et donc tout ça, ça faisait que j'étais incapable je pouvais pas être à l'aise et voilà, soit j'exprimais rien comme sentiment, soit ça finissait par être exprimé, mais cet effet, enfin voilà, comme je l'ai dit, j'étais pas à l'aise, et cetera et je finissais par être rejeté en quelque sorte, mais c'est pas un rejet, c'est juste que enfin tu vois, rejet, c'est une façon de voir les choses, mais finalement, c'est juste que j'ai pas pu la mettre à l'aise. Parce que je pense que surtout quand on est ado, quand il y a pas de on a envie, tu vois, d'être en contact avec le sexe opposé ou les personnes qui nous attirent et si on y arrive, enfin si on n'arrive pas à créer des liens intimes, c'est vraiment enfin, ce que je voulais dire, c'est que je pense que quand on est ado, si un garçon, arrive à vraiment est à l'aise lui-même, la personne en face, la fille est à l'aise aussi et ou, la personne qui nous attire pour pas, être limité à l'hétéro. Mais j'ai l'impression que quand on est ado, vu on n'a pas besoin de se projeter, tu vois, il faut faire enfin, fonder une famille ou juste, voilà, se projeter, puis on a besoin de trouver quand même une compatibilité, une stabilité chez l'autre. Quand on est ado, on s'en fout un peu plus de ces choses-là. Ben, je pense que si j'avais simplement été capable, si j'avais été à l'aise et donc j'aurais été capable de mettre la fille à l'aise, j'aurais pu pratiquement conquérir, entre guillemets, tu vois, mais j'aurais pu avoir toutes les filles que je voulais, je pense. Dans l'adolescence. Après, je pense que ça change et sans parler de manipulation, hein, c'est juste que voilà, on a envie on est intrigué, on a envie de faire ces expériences quand on est jeune et je pense que le seul ingrédient, c'est de mettre à l'aise l'autre. Et après, voilà, des fois, on a des crushs particuliers. Je sais pas comment ça marche, à vrai dire, du côté des filles, mais j'ai l'impression que si on est capable de les mettre à l'aise, de les faire rire et qu'elles se sentent bien, c'est tout ce qu'il faut. Et, mais donc, moi, j'étais pas capable de faire ça. Et en plus, j'avais vraiment la croyance, mais ça c'est à 27 ans à peu près que j'ai réalisé ça, que j'ai conscientisé ça, mais je croyais profondément qu'aucune fille ne voudrait jamais de moi. Donc tu vois, quand tu pars avec, c'est ton point de départ, même si des fois t'as, enfin, typiquement j'ai eu ces 2 copines quand j'étais ado, même si elles m'avaient validé en quelque sorte, tu vois, là on était en couple officiellement, et ben avec cette croyance inconsciente qu'aucune femme ne voudrait de moi, c'était impossible d'entrer dans la vulnérabilité et vraiment l'intimité. Donc le scénario, c'est quoi? C'est que, enfin le schéma, je rencontre une fille qui me plaît, je tombe amoureux en quelque sorte, mais en fait je suis obsédé, j'arrête pas de penser à elle. Je suis pas très bien, tu vois, je, un peu le reste des choses dans ma vie perdent de leur saveur ou de leur importance. Et enfin j'ai moins d'intérêt en fait pour tout le reste, je suis vraiment obnubilé. Et donc j'arrive pas à créer une relation. Après il y a une sorte de dépression parce que il y a en quelque sorte ce rejet. Et jusqu'à ce qu'en fait je rencontre une autre fille finalement. Et ce qui s'est passé, à partir d'un moment donné,
peut-être que je faisais pas tout ça tout de suite au début, mais en tout cas en grandissant, ce qui se passait, c'est que je finissais par, enfin non, dès le début, dès l'adolescence, je faisais ça quand même à partir de 15 ans, tu vois? Je finissais par sexualiser la fille qui à la base me plaisait et ma rétrospective, mon analyse rétrospective, c'est que c'était une sorte de lot de consolation pour vivre virtuellement dans ma tête cette fusion avec elle, tu vois? Cette intimité, physique. Puis bon, évidemment, j'étais quand même très excitable, j'ai toujours tendance à avoir une libido qui est quand même qui peut être assez forte, même si j'ai appris à la maîtriser grâce à l'abstinence et la rétention séminale ces dernières années et c'est un aspect important, mais ça, c'est individuel. On n'a pas forcément tous la même, libido mais je pense que ça peut être aussi quand même très connecté justement à la carence affective, au manque de lien fusionnel avec, le féminin quand on était enfant avec notre mère et donc cette dépendance affective qui peut se comment dire? Évoluer et devenir aussi une dépendance peut-être sexuelle ou plutôt une sorte d'addiction pour certaines personnes. Et ouais, après l'année passée, je suis tombé, enfin je me suis renseigné un peu sur ces trucs de dépendance affective et il y a des groupes de parole qui existent dans un peu partout. Ça s'appelle DASA, dépendant affectif et ou sexuel anonyme. Et ils ont une littérature. Il y a un mec qui a créé ça à partir du fonctionnement du système en 12 étapes le processus en 12 étapes qui vient des alcooliques anonymes en fait. Et c'est vrai que, alors oui, ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert le concept d'anorexie affective dans cette littérature sur la dépendance affective, qui est ce que j'ai décrit avant, c'est avoir vraiment envie, besoin de contact avec le sexe opposé ou voilà, les personnes qui nous attirent au niveau affectif, amour, etc. Mais d'être incapable en fait, de se priver de ce dont on a vraiment besoin. Tu vois, on a vraiment besoin de ça finalement, pour soigner cette carence. On a besoin de vivre cet amour, cette tendresse, cette affection, mais on s'en prive parce qu'on a cette croyance, comme moi je l'ai eu, que jamais, enfin, jamais on voudra de nous de cette manière-là. Et par contre, je suis pas d'accord. Une des idées de Daza, des dépendants affectifs sexuels anonymes, c'est que cette dépendance affective n'est pas guérissable. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que j'ai guéri ça, que j'ai soigné ça, et eux, ils disent que, enfin, leur littérature dit qu'on peut arrêter l'évolution de cette maladie, entre guillemets, mais pas la guérir. Je suis pas d'accord. Euh, et moi, j'ai participé à 3 fois à ces groupes, et j'ai trouvé que il y avait très peu de positivité. Enfin, si, il y a des gens qui avaient l'air d'en être sortis, qui étaient pas mal plus âgés, enfin, ils avaient un certain âge, mais il y avait quand même une énergie, basse, en fait. Je pense qu'il est normal, juste si la majorité des gens qui vont à ces réunions sont encore vraiment trop, trop bas, en fait, trop dans cette dépendance et leur fonctionnement peut-être addictif, ça crée forcément une énergie, un champ énergétique qui est plutôt bas. Mais j'ai l'impression que si ils partent avec l'idée que c'est pas guérissable, qu'ils risquent peut-être ça contribue à faire un certain abattement en fait, et à baisser les bras et aller à ces réunions, mais toujours en fait s'identifier à, voilà, cette identité de dépendant et qu'on ne sera jamais guérissable, tu vois. Je trouve ça un peu bizarre. Mais moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Et j'étais de toute façon, on va dire que ma guérison s'était passée avant d'aller à ces réunions aussi. Et c'est vrai que j'avais remarqué vraiment un contraste entre mon énergie et l'énergie des autres, et même le fonctionnement de ces réunions que je trouvais trop protocolaire et trop limité, et que en fait, il n'y avait pas assez d'espace pour qu'on puisse vraiment évoluer, j'avais l'impression. Mais ça peut être utile, hein. J'ai entendu Yash sur Beyond the Alchemy, lui il dit que ça lui a été utile de faire ces réunions, mais après ça dépend des groupes, hein.
Il y a des groupes peut-être qui marchent de manière différente, qui sont un peu moins protocolaires. Mais là où j'étais, en tout cas, à Genève, c'était pas ouf. Après, ça change. Peut-être qu'il y a maintenant, il y a d'autres gens, que c'est différent, mais je les ai trouvés un peu fermés, globalement. Pas tout le monde, mais d'ailleurs, j'ai connecté avec un des plus jeunes, enfin, pas si jeune que ça, mais on s'est vu en dehors et c'était super chouette. D'ailleurs, il faudrait que je le recontacte. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, comment j'ai guéri en fait? C'est l'aspect peut-être le plus important que tu attends. C'est c'est via les femmes en fait. Il faut se dire que quand on a une carence affective, c'est comme si on avait une carence en vitamine D par exemple. Tu peux pas vivre sans apport en vitamine D, tu vois? Il faut que tu ailles te procurer la substance en manière suffisante, peut-être même en surdosage en quelque sorte, pour retrouver, rééquilibrer la chimie si on veut dans ton corps. Et je pense que quand on parle d'énergie, d'équilibre entre énergie féminine et masculine, finalement, ça joue probablement sur la chimie dans notre corps aussi, dans notre cerveau, et on pourrait dire que c'est un équilibre chimique aussi qu'on qu'on cherche. Donc via les femmes, et moi, c'est clair que c'est ma dernière relation, c'était ma deuxième vraie relation, on va dire, qui m'a vraiment guéri. Ça a duré 2 ans, on est toujours en lien d'ailleurs, ça continue de me nourrir, cette relation, on s'est même rapproché après notre séparation. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'en ai fait une avec elle, et on va en refaire ensemble, elle a aussi envie de, voilà, qu'on refasse des vidéos ensemble. Et ça a été vraiment point le plus important, capital de ma guérison. Mais avant ça, il a fallu que, enfin, il y a eu certaines choses qui se sont passées, que j'ai vécues, qui m'ont permis d'être prêt pour vivre cette relation avec mon ex-compagne. Parce que comme tu vois, quand j'avais 15 ans, j'étais incapable d'entrer en relation. Même si j'avais eu ces 2 premières copines, j'ai fui ces relations très vite. Donc il a fallu qu'il y ait eu une évolution, tu vois. Même si j'ai galéré pendant 20 ans, en fait, tu vois, j'ai quand même eu ma première vraie copine quand j'avais 22 ans, et ça m'a apporté quelque chose. Ça a contribué à ma guérison aussi, mais après, j'ai continué à galérer après cette relation. Et d'ailleurs, j'ai pas eu, il y a eu plein d'années, enfin plusieurs années où j'ai pas eu de rapport intime avec une fille après ma première vraie copine. Et, et oui, il y avait chaque fois pas mal, enfin plusieurs années entre, enfin pas entre chaque expérience, mais il y a eu des gros trous, on va dire. Et par exemple, aujourd'hui, tu vois ça, c'est aussi une preuve que j'ai guéri, c'est que ça ne me préoccupe pas de ne pas avoir d'intimité physique, on va dire un rapport sexuel avec une fille. Là, ça va faire 2 ans. Et j'ai aucune inquiétude, je suis pas en train de compter, tu vas me dire, ah purée, ça fait 2 ans que ça m'est pas arrivé, tu vois. Et avant, c'était ça. Avant, jusqu'à jusqu'au début de la trentaine, peut-être après, dans la trentaine, j'avais pas encore complètement guéri. J'avais encore quelques troubles, mais j'étais plus en train de me préoccuper vraiment sur c'est quand la dernière fois que j'ai couché avec une fille ou quoi. Et là, je pourrais ne plus coucher avec une fille jusqu'à la fin de ma vie, ça ne me préoccupe pas du tout. Par contre, je sais que c'est déjà le cas maintenant, tu vois, j'ai un rapport intime toujours avec mon ex-compagne. J'ai une ou deux autres amies, une en tout cas, je la vois pas très souvent, mais on est quand même assez proches. Ça fait 10 ans d'ailleurs qu'on se connaît. Ça me nourrit, tu vois, ces liens. Et là, dernièrement, j'ai rencontré aussi d'autres filles, grâce à mon ex-compagne d'ailleurs, en lui rendant visite là où elle s'est installée. Et d'ailleurs, je pense que enfin, j'ai l'intention d'aller vivre au même endroit pour différentes raisons, mais y compris cette communauté que j'ai découvert. Et quand je dis communauté, c'est pas des gens qui vivent ensemble, tous ensemble, mais dans la même ville ou la même région et se voient régulièrement. Et il y a un lien particulier et profond qui se développe, qui se crée. Et mais donc, tu vois, je suis toujours nourri par les femmes en fait. Et c'est ça qui, enfin, ça me nourrit tout simplement.
Et c'est important, si c'est ton cas, là il y a la lumière qui commence à baisser, il y a le soleil qui s'est couché, donc il va falloir que je finisse. De toute façon, ça ne devrait pas durer. Ouah, je peux pas mettre la lampe. Bon, c'est pas grave, tant pis pour l'obscurité, de toute façon on est vraiment à la fin. Mais donc il faut pas non plus que tu te dises, parce que tu vois, si t'es dans ce cas, dépendant affectif, peut-être t'as eu peu ou pas d'expérience sexuelle, ça peut être une pression encore en plus mentalement, un poids. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Même si quand j'ai perdu ma virginité avec une professionnelle, une travailleuse du sexe, je pensais que ça allait, ré- je pensais que ça allait me libérer davantage, mais en fait, ça m'a juste enlevé le poids de l'idée d'être puceau, tu vois. Mais en fait, c'est pas mal, hein, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on n'a plus cette voix qui n'arrête pas de nous répéter t'as 20 ans, t'as 25 ans et t'es toujours puceau, ou plus, peu importe l'âge. Au moins, on n'a plus cette voix, mais après, on se rend compte que ça règle pas le problème. On n'est pas plus à l'aise avec les filles. Pour autant, du moins, en tout cas, moi, ça a pas fonctionné comme ça. Par contre, euh, oui, voilà, un truc important, je pense, qui m'a beaucoup nourri, c'est, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, je vais quand même essayer de mettre la lumière. Ah, c'est un peu mieux, non? Ah, c'est assez cool comme lumière comme ça. Donc, j'ai fait du massage métamorphique et c'est un des massages légers. C'est une femme qui les prodiguait. En fait, c'est une thérapie. Il y a aussi beaucoup de discussions. Apparemment, ça travaille sur la mémoire cellulaire et tout ça, mais il y a une partie peut-être un peu ésotérique qu'on peut croire, on peut y croire ou pas, peu importe. Peu importe parce qu'en fait, il y a un aspect très, très concret qui est le fait d'être touché longtemps par une femme. Donc, on reçoit quand même l'attention, l'affection d'une femme. Là, c'est de la tendresse aussi finalement, même si on ne se connaît pas et qu'il n'y a pas il y a pas non plus de connotation sexuelle. Et il y a une écoute, en fait. Donc, recevoir le toucher d'une femme prolongé pendant 1 heure et demie. Pendant 1 heure et demie, elle a toujours les mains sur toi, tu vois. Et c'est vraiment agréable. Tout en étant superficiel. Il n'y a pas d'huile, on la reste habillée, etc. Mais c'est super agréable. Et c'est un massage intuitif, d'ailleurs, c'est mon ex qui m'a appris ça. C'est que quand on fait une formation en massage métamorphique, il y a certaines choses qui sont protocolaires, si on veut, ou ouais, il y a des choses à apprendre, mais en fait, le massage en soi, l'expérience, elle est intuitive. C'est-à-dire que c'est la personne qui prodigue ce soin, qui, qui ressent les choses et qui... En fait, deux masseuses métamorphiques ne vont pas avoir exactement la même approche, les mêmes gestes, le même toucher. Mais donc, recevoir le toucher aussi longtemps, pendant 1 heure et demie, cette femme ne, ne- a toujours les mains sur toi, et l'écoute en même temps, c'est incroyable. Enfin, il faut que j'arrête d'utiliser le mot incroyable, mais c'est super effectif, c'est super efficace, c'est nourrissant, c'est vraiment nourrissant. Et moi, il y a vraiment eu un avant et un après massage métamorphique. Et j'ai eu une nouvelle énergie après, un truc de dingue. Bon, il y avait un grand contraste parce que j'avais fait un burn-out aussi, donc l'expérience était vraiment. Tu vois, aujourd'hui, si je suis retourné faire du massage métamorphique, bon, là aussi, la première fois, quand on fait le cycle, en fait, on fait 7 massages qui sont séparés. Les 6 premiers étaient séparés d'1 à 2 semaines. Et le dernier, le septième, je l'ai fait pratiquement un an après. Mais disons que ce que j'ai ressenti, c'était vraiment accentué par le contraste entre comment j'étais avant et après, enfin le burn-out, et j'étais vraiment au plus bas de ma vie. Euh, donc l'effet a été encore plus fort, on va dire, euh, pour cette raison. Mais j'ai eu un nouvel élan, un nouvel élan. Je commençais à sortir, en plus c'était l'automne-hiver en fait, mais j'avais l'énergie de sortir qu'aujourd'hui, si je peux sortir, si je suis invité à certaines circonstances, mais genre sortir le soir tout seul. Je faisais ça en fait, j'allais à des événements, à des soirées, je sortais tout seul. Et je rencontrais des gens. euh, et j'ai justement rencontré une fille
la dernière fille pour laquelle j'ai eu ce schéma de dépendance affective, en fait. J'avais 31 ans, elle était pas mal plus jeune, mais on avait bien, vraiment bien connecté, on s'était beaucoup communiqué, et bah, elle était en couple depuis 3 ans, et voilà, on n'a pas pu. En fait, c'est ça aussi, c'est pour ça, enfin, c'est sûr que je l'ai un peu idéalisé, mais en fait, contrairement à toutes les autres expériences similaires, les autres schémas de dépendance affective quand j'étais plus jeune, avec elle, je sentais que, en fait, elle m'a même dit, en gros, si elle n'était pas en couple, il y a des chances qu'on on aurait été ensemble. Et ça m'a. J'étais frustré, en fait, de me dire, purée, waouh, on aurait pu être ensemble. Et j'aurais vraiment voulu vivre ça. Et. Mais donc, je sais pas, c'était peut-être moins fort, tu vois. Ça m'empêchait moins de vivre que quand j'étais plus jeune. Je pouvais continuer à faire mes trucs, tu vois, mais j'étais quand même affecté. J'avais quand même cette dépendance affective. Et j'étais frustré aussi parce que on se voyait pas souvent. Et après, je pense qu'elle a peut-être voulu mettre de la distance à cause de ça. Parce que aussi, du coup, j'étais pas à l'aise, tu vois. Aujourd'hui, en fait, si je rencontre enfin, déjà, je suis plus en train d'idéaliser les filles comme ça. Là, dernièrement, il y a une fille que je viens de rencontrer qui me plaît, mais je suis pas obsédé comme avant, tu vois. Je J'y pense pas toute la journée. Je sais que je vais la revoir et c'est complètement différent d'avant, tu vois. Mais donc il y a eu cet entre-deux avec cette dernière fille pour laquelle il y a eu ce schéma. Et ça a duré, je suis resté croché quelques années. Et dont le début, enfin, quand j'étais en relation avec mon ex-compagne, je lui en parlais, tu vois. Et elle savait de quoi je parlais parce qu'elle a vécu des choses, enfin, différemment, mais d'une certaine manière similaire, des schémas de dépendance. Par exemple, elle a eu beaucoup de copains et je pense que ça faisait partie de son schéma, c'est que elle est rarement restée célibataire en fait. Donc son schéma de dépendance affective, c'était tu vois, elle passait d'un mec à l'autre, mais pas par, enfin, elle avait des bonnes raisons aussi de quitter les relations, mais elle se octroyait pas un temps pour rester. Elle était pas, elle voulait pas être seule en fait, tu vois. Et moi, je pense que c'est important d'être seul, surtout entre les relations, de s'octroyer un moment de solitude, de faire le deuil aussi pleinement de la relation précédente. Après, je sais que, enfin, je pense que peut-être pour certaines personnes, on peut passer d'une relation à l'autre sans pause, mais faire quand même le deuil, tu vois. Enfin bref, là on rentre dans des détails, mais voilà, je crois que j'ai dit plus ou moins tout ce que je voulais dire. Ah oui, la conclusion c'est ça, c'est que, voilà, ça c'est super important aussi. Comment guérir de cette dépendance affective? C'est un manque d'amour, tu vois, que t'as une carence en amour, en gros, en affection, en tendresse. Et une manière de guérir, ça a fait partie de ma guérison, c'est ce qui m'a permis de rencontrer mon ex d'ailleurs, c'est de faire ce que t'aimes. J'ai fait ce que j'aime, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était beaucoup de musique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de musique. Et j'ai fini sans y intellectualiser, j'ai fini par faire de la musique qui était assez sensuelle. Pas toujours, hein, j'ai fait beaucoup de musique pendant des années, il y avait pas cet aspect-là. Mais au début des années, enfin, de la période où j'en ai fait vraiment le plus, 2020, de 2020 à 2023 à peu près, il y avait vraiment un thème un peu sensuel, léger aussi, tu vois, dans ma musique, y compris dans les paroles. Et j'ai exprimé mon désir, mon attraction, mon besoin en quelque sorte, même si c'était pas du tout needy dans la manière de m'exprimer. Quoique dans certaines phrases, on pourrait croire que oui, mais il y avait quand même une certaine sensualité dans ma musique. Et je pense que j'ai naturellement, ça c'était vraiment pas conscientisé, hein, je me suis juste laissé aller. Et c'est ça qui est venu. D'ailleurs, beaucoup de morceaux de cette époque-là, j'improvisais vocalement. J'écrivais pas forcément les paroles tout de suite, j'improvisais des petits mots par-ci par-là et en fait je parlais de ça. C'était l'expression de mon désir.
mon attraction pour les femmes. Et je pense que ça a été vraiment, ça fait partie de ma guérison. J'ai pu exprimer ce désir, cette chose naturelle qu'il y avait en moi, que j'avais pas exprimé. euh, s- en tout cas pas de cette manière. Alors pas exprimé du tout pendant longtemps, et ensuite exprimé de manière maladroite, en n'étant pas à l'aise, tu vois, sans assumer aussi, en ayant une sorte de gêne vis-à-vis de mon désir, en fait. Et dans la musique, j'ai pu m'autoriser à embrasser ça, la libido aussi, si on veut, hein, mais du coup, ça faisait, voilà, la dépendance en faisait un peu partie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon ex-compagne avec qui on a connecté via une application qui met en relation des gens pour des projets musicaux. Ça marche un peu comme Tinder, mais c'est axé sur la musique. Enfin, ça marche comme Tinder en termes de fonctionnalité, mais c'est pas fait pour faire des rencontres amoureuses. C'est fait pour faire des rencontres musicales collaboratives. Et voilà, mon ex, elle a kiffé ma musique de cette époque-là, qui était probablement ouais, sexy et attractive. Et on a connecté grâce à ça. Moi, j'ai aimé sa musique aussi. Et voilà, après, on a même collaboré sur certains morceaux et on va continuer à collaborer, je pense, mais de différentes manières. Pas forcément sur des compos et des prods comme ce qu'on a fait, mais plutôt des choses plus intuitives et en live et en expérience présentielle avec des gens. Et donc, ce qui est important, ouais, c'est fais ce que t'aimes, que ce soit de la musique ou autre chose, hein. Peut-être c'est du dessin, de la peinture, j'en sais rien. Peut-être c'est de la danse, du théâtre, faire des vidéos, des films, j'en sais rien. Mais fais ce que t'aimes et partage ça. Et en fait, en faisant ce que t'aimes, tu crées de l'amour. Tu donnes de l'amour qui est déjà en toi, qui est là, et ça va, à un moment donné, il ne faut pas le faire pour cette raison-là, hein, mais l'effet naturel, c'est que ça va attirer vers toi de l'amour. Tu vas recevoir de l'amour, que ce soit des gens qui vont simplement apprécier ton art, en premier lieu, mais peut-être des rencontres aussi, amoureuses ou pas, mais tu vas recevoir de l'amour, tu vois. Il faut aussi se dire une chose, c'est qu'il ne faut pas cantonner, tu vois, l'affection, la tendresse, l'amour, c'est autre chose que le truc, l'acte sexuel, qui peut être mêlé, mais tu vois aujourd'hui la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, s- euh, ont une vie sexuelle, mais il n'y a pas forcément cette dimension vraiment fusionnelle, ou en tout cas affective, affection, tendresse, tu vois. C'est plus basé sur l'excitation, sur la dopamine, sur les parties du corps et l'orgasme, tu vois. Alors qu'à la base, enfin, le sexe, c'est pas que ça. Et voilà, c'est le côté fusion avec la polarité opposée et permettre en fait un certain équilibre énergétique. Donc c'est important, tu fais ce que tu aimes et tu partages. Tu le mets en ligne, tu fais des expos, j'en sais rien, tu partages autour de toi ou même juste en privé à des amis par le bouche à oreille. Prestations, enfin en public, pourquoi pas, si tu fais de la musique et euh, voilà. Ou de la danse, où tu vas rejoindre des cours, enfin des soirées, des événements de danse, ecstatic dance, j'adore ça, c'est trop bien, danse libre. Euh, Bref, tu fais ce que t'aimes et tu partages ça. Et je crois que j'ai tout dit. Ouais, tu peux aussi aller te faire masser, recevoir des massages de femmes normaux ou pourquoi pas érotiques. Euh, et si c'est des massages normaux, enfin, je te conseille, enfin, je te suggère de tester les deux, enfin, selon ce que tu as envie en fait. Mais t'as pas forcément besoin du côté érotique. Mais si c'est une masseuse traditionnelle, c'est pas une règle, mais peut-être c'est le mieux. En tout cas, ça marche aussi si t'es pas attiré par la masseuse, parce que tu as juste besoin de recevoir son énergie, le toucher, tu vois. Et puis ça peut même te perturber peut-être si t'es attiré. Tu vois, parce que tu pourrais dire, tiens, mais j'ai envie, en fait, elle me plaît, mais j'ai envie de l'inviter et tout, tu vois. Et c'est mieux de, en fait, tu seras beaucoup plus détendu si t'as pas d'attraction pour ta masseuse. Et, et
voilà, que tu ailles vraiment recevoir le massage, le toucher, et voilà, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, de pression mentale chez toi. Mais après, tu peux faire les deux. Tu peux aussi ensuite aller effectivement recevoir des massages érotiques. Elle sait à quoi s'attendre, enfin voilà, tout est clair, et ça peut être super agréable et guérisseur aussi. Peut-être fais une recherche sur le massage métamorphique, s'il y a quelqu'un dans le coin qui fait ça, vers chez toi, ça peut être vraiment un bon, un bon apport pour cette guérison. Sur ce, dis-moi ce que t'en penses. Sache que j'offre des accompagnements pour les hommes, mais pas que. Je pense surtout aux hommes parce que j'en suis un, hétéro, mais euh, peu importe notre genre, peu importe quel genre nous attire, c'est la même chose qu'on vit fondamentalement. Donc si tu souffres de dépendance affective et ou sexuelle, sache que j'offre des accompagnements, des consultations privées, potentiellement aussi des groupes, des petits groupes d'écoute, de parole, et que je peux, comment dire, animer et voilà, avoir une approche thérapeutique aussi en petits groupes. Si ça t'intéresse, check le lien dans la description, tu peux me contacter pour manifester ton intérêt et on organise ça. Prends soin de toi, à bientôt, ciao.